BFM Business, l'heure H. L'invité d'Edwige Chevrillon passe le grand oral de l'économie avec le cercle des économistes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale, ce grand oral de l'économie, avec aujourd'hui pour inviter Nathalie Kosciusko-Morizet. Nathalie Kosciusko-Morizet, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, surtout à la veille de ce grand oral, deuxième grand débat demain avec BFM TV et iTélé. Il y aura beaucoup de questions, j'imagine, notamment sur la gouvernance de l'État. Mais ici, on va se concentrer, bien sûr, sur votre programme économique avec l'onction du Cercle des économistes représenté aujourd'hui par Christian de Boissieu. Christian de Boissieu, bonjour. Vice-président du Cercle, professeur à Paris 1, et Patrice Geoffron, professeur à Dauphine, membre éminent du Cercle des économistes. Bonjour. Avec vous, on reviendra, Christian, sur la question de la retraite à points, et avec vous, Patrice Geoffron, sur le principe de précaution. Et puis pour BFM Business, Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et vous allez ouvrir les débats dans un instant avec cette question du flat tax, parce que ce qu'on peut dire, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est que vous avez un programme le plus iconoclaste, le plus libéral, le disent certains, comme Gaspard Koenig. Il est le moins convergent, en tous les cas, avec les autres. On va revenir là-dessus, mais quand même, pour une fois n'est pas coutume, question politique. D'abord, ce grand débat, demain, vous l'abordez comment, ce deuxième débat? Vous souhaitez qu'il soit meilleur que le premier pour vous? Le premier a été bon, mais moi je souhaite surtout qu'il y ait plus d'interaction que lors du premier. Vous savez, parce que c'est une campagne dans laquelle chacun court un peu dans son couloir. Le débat, c'est un peu les seules occasions d'avoir vraiment des échanges. Il faut que ce soit vraiment des échanges. Il faut qu'il puisse y avoir vraiment du renvoi. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Il faut que les Français voient les différences qui existent entre nous et ce que ça donnerait. Et je voudrais que dans le débat de demain, soit un petit peu plus vif de ce côté-là. Plus de confrontation. Qu'est-ce que vous pensez? Là, on a l'impression à la veille de ce débat que c'est quand même la chasse, voire la guerre au soutien. Valérie Pécresse, que vous connaissez bien, qui s'est déclarée pour Alain Juppé. Est-ce que ça vous a étonné ou pas? Ou c'est la prime à celui qui est en tête des sondages? Ouais, ça m'a pas tellement étonné. C'est-à-dire que chacun est appelé à se positionner. Là, l'élection, elle est dans 2 semaines et demie. Bon, bah, c'est les derniers aliments. Vous savez, enfin, ce qui compte, là, aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est que tous les électeurs entendent bien qu'il y a primaire les 20 et 27 novembre, 2 tours, 20 et 27 novembre, et que tout le monde, tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale et qui veulent choisir leur candidat, qui veulent l'alternance, peuvent voter. De gauche jusqu'à l'extrême droite. Il y a eu tellement, vous voyez, de messages variés là-dessus. Tous ceux qui ne veulent plus de François Hollande et qui ne veulent pas de Marine Le Pen, tout cela, c'est leur primaire. Il y a un signe intéressant, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est la fréquentation du site des Républicains pour aller voir un petit peu comment ça se passe. Ce qui est plutôt bien fait d'ailleurs, pour connaître son bureau de vote. Et la fréquentation est quand même assez spectaculaire. Alors c'est pas le site des Républicains, c'est le site de la primaire, qui est une organisation indépendante. Non mais c'est important parce que moi je veux que les électeurs entendent que c'est tous les électeurs de la droite et du centre. C'est pas un parti qui organise. Le parti se dessaisit de son privilège historique de choisir le candidat et le confie à une organisation indépendante, et tous ceux qui veulent choisir leur candidat peuvent venir le faire. J'insiste, c'est vraiment important. Votre appel en l'occurrence. Alors vous avez nous on va parler plus évidemment de programme économique ici sur BFM Business. Vous avez un programme, je disais, qui est le plus iconoclaste, le plus libéral, flat tax avec le revenu minimum. En fait, moi, je pense que qu'est-ce que vous cherchez en fait? Quelle est la philosophie de votre programme? Parce qu'il y a des lacunes, on le verra tout à l'heure avec Christian et Mais je pense Patrice. qu'il ne faut pas réparer le système, il faut le changer. Et c'est la grande différence avec mes concurrents, c'est que leurs propositions sont dans l'ordre de la réparation. Parfois d'ailleurs des bonnes propositions, mais ils sont lors de la réparation, de transformation à la marge, on change quelques critères et globalement on reste dans le même système. Et moi je crois que c'est pas ça qu'il nous faut aujourd'hui. On est dans l'économie, la société sont en plein bouleversement et on a besoin de vraies transformations. Et c'est vrai sur la retraite, c'est vrai sur la fiscalité, c'est vrai dans le monde du travail. Je veux dire, après je peux vous le décliner sur différents sujets très concrets, mais ce qui fait ma différence peut-être principale, elle est là. Je dis pas que leurs mesures sont mauvaises, je pense qu'elles sont très insuffisantes. Elles datent d'hier. Oui, en fait. Oui. Mais le problème, c'est qu'on est déjà demain. Oui. Christian de Boissieu, commentaire général après Patrice. Non, mais je reste général et transversal. Ce qui me frappe, c'est que votre programme, en fait, il est très difficile
étiqueter, justement. C'est peut-être ça qui fait son intérêt. Quand Koenig dit c'est libéral, il est libéral sur la flat tax, vous êtes la seule à proposer la flat tax qui nous vient des économistes américains les plus libéraux, si vous me permettez cette comparaison. Et de l'autre côté, vous êtes la seule à droite à proposer le maintien de l'ISF, mais un ISF qui serait plus intelligent parce que investi dans l'investissement. Donc voilà, iconoclaste qui est pas nécessairement un défaut, mais qui me frappe quand je regarde l'ensemble. En fait, peut-être juste, pardon Nathalie, commentaire de Patrice Geoffron, peut-être. Oui, commentaire également. À caractère transversal, moi ce qui me frappe en ayant regardé d'assez près et votre programme et celui de vos concurrents à cette primaire, c'est qu'on a effectivement deux approches un peu polaires. La vôtre qui est assez ramassée, un programme de 28 pages, et pour les analystes et commentateurs, de fait c'est plutôt agréable parce qu'on perçoit plus facilement la vision, et puis par ailleurs une approche très clinique qui est celle de Bruno Le Maire avec ses 1012 pages. Il n'en reste pas moins que dans votre approche, moi j'ai une interrogation finalement sur la mise en œuvre. On voit bien d'un côté à la fin de ces 5 années, 100 milliards assez largement chiffrés, nous dit ce matin l'Institut Montaigne, de réduction de dépenses. Et puis par ailleurs des réductions d'impôts d'emblée de 100 milliards. Donc il y a un problème d'ajustement sur lequel je serais intéressé et nos auditeurs également à vous entendre. Et puis par ailleurs un peu de vision du monde dans laquelle s'inscrivent vos développements. Un peu de prospective. Ouais. On voit notamment sur 2 points qui sont le contexte du PIB français jusqu'à la fin de votre quinquennat, supérieur à 2%, et puis une inflation qui serait revenue dans des eaux plus raisonnables, qui suppose un sous-jacent sur votre vision du monde sur lequel nous serions très intéressés à vous entendre. Eh bien ça tombe bien, réponse quand même, vous avez le droit de réponse. Peut-être avant de rentrer dans le détail, c'est vrai que moi je crois que ce qui permet de faire des réformes, c'est de leur donner du sens. Et donc, je ne crois pas au programme en 1200 pages, 300 fiches, 1,4 kg. Je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est partager du sens avec les Français. Le sens, c'est ce qui permet de faire la différence entre les efforts et les sacrifices. Les Français ont l'impression qu'on leur demande toujours des sacrifices parce que pour eux, les réformes qu'on leur propose ne sont pas porteuses de sens. Donc il faut qu'on leur dise où ça va. Et le signe sous lequel je passe une grande partie des mesures de mon programme, c'est celui de l'investissement. Faire en sorte que la capacité d'investissement des uns et des autres, quel qu'il soit, c'est le sens de la proposition que je fais sur l'ISF, non pas le supprimer, mais le transformer en obligation d'investissement. C'est le sens de mes propositions de baisse d'impôts et de charges sur les entreprises, c'est qu'en fait c'est très anglais sur l'investissement. C'est un choix compris un choix dans lequel on assume par exemple de ne pas faire de baisse d'impôts sur les particuliers. Donc c'est un choix, sauf sur le capital, sur la partie capitale. Mais c'est un choix vraiment très, très marqué parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est là que pêche l'ensemble de notre dispositif. Sur la question de savoir s'il est libéral ou pas, moi le problème du mot libéral, c'est comme le mot fédéral quand on parle d'Europe, en fait ce sont des mots qui veulent dire des choses différentes suivant l'oreille qui les reçoit. Oui. Mon programme, il est libéral au sens où je crois que le rôle du politique, c'est de protéger les libertés, d'accompagner l'émergence de nouvelles libertés, d'accompagner la prise d'autonomie de l'individu, mais aussi du coup de le protéger dans les situations dans lesquelles il n'a pas toute son autonomie ou il l'a plus. Donc vous trouvez en effet dans mon programme des mesures qui peuvent passer pour très libérales du point de vue économique, mais vous trouvez aussi la nécessité d'avoir un réinvestissement de l'État sur la question de la formation. Parce qu'en fait, dans une période de grande mutation, il faut de la formation. Et vous trouvez une politique publique en faveur de la dépendance, parce que je pense qu'on a besoin d'une nouvelle politique de solidarité. Donc ça, c'est les grands marqueurs de votre programme, Nathalie Kosciusko-Morizet. Maintenant, on va rentrer sur justement un peu les têtes de chapitre, ce qui n'empêchera pas le débat, évidemment. La première tête de chapitre, c'est vous, Emmanuel Le Chypre, parce que je pense que c'est le point le plus marquant de votre programme, c'est la question de la flat tax, qui vient avec un revenu minimum, évidemment. Mais comment ça marche ? Et comment les Français peuvent accepter de payer plus d'impôts. Emmanuel, c'est à vous. Oui, c'est vrai que c'est l'aspect le plus transgressif de votre programme par rapport à tous les autres candidats. Sur la flat tax, vous êtes quasiment la seule à la proposer. Le fameux revenu universel, vous êtes la seule aussi à aller aussi loin. Alors sur la flat tax, effectivement, c'est donc on le rappelle, ce serait un impôt à taux unique dès le premier euro à 20%. Le problème, c'est que puisque vous parliez de différence entre l'effort et les sacrifices, c'est que grosso modo avec ce système, vous avez plus de 9 Français sur 10 qui vont payer
plus d'impôts qu'aujourd'hui. Comment vous leur vendez un petit peu? C'est formidable de payer des impôts. En fait, c'est pas le cas. Non, mais en fait, c'est pas le cas. Et là-dessus, d'ailleurs, je m'insurge contre ce que j'ai lu dans les Échos ce matin. Ils auraient pu téléphoner, on se serait expliqué. Institut Montaigne et ça des fiscalistes. C'est pas le cas parce que oui, si vous ne considérez que la flat tax, mais non, si vous considérez l'ensemble du dispositif qui est un tout. En fait, moi, ce que je crois, c'est qu'on va dans une société dans laquelle, et c'est mon choix, c'est pas à l'État de faire des choix de vie personnelle pour vous. Donc moi, je suis pour l'individualisation des droits. Je pense par ailleurs que ça correspond au rythme de la vie d'aujourd'hui. Donc ça donne quoi? Ça donne un système qui en fait est beaucoup plus simple et beaucoup plus individualisé. Aujourd'hui, on a un dispositif fiscal qui est très complexe. 500 niches, etc. Voilà. Et vous les supprimez toutes? La plupart. Parce que pourquoi? Dans les interstices de la complexité de notre système se nichent deux choses. D'abord, il y a les petits malins qui en fait échappent à l'impôt. Et quand on nous dit le taux moyen d'imposition est de ceci ou il est de cela, ouais, c'est pas du tout le cas pour tout le monde. Et notamment avec les niches fiscales, il y a moyen, quand on joue au plus malin, d'échapper largement à l'impôt. Et puis par ailleurs, dans la complexité du système, se niche énormément de frustration. Parce que chacun pense que l'autre profite plus que lui-même. Et la société française, elle crève de ça. Que chacun ait le sentiment qu'il se fait avoir, que chacun ait le sentiment qu'il paye plus qu'il devrait et qu'il reçoit moins qu'il devrait. Donc, un des choix qui traverse mes propositions, c'est une simplification puissante de tous les dispositifs. Au passage, et ça permet aussi, individualisation, vous l'avez dit, on le retrouvera notamment sur la question du contrat de travail. Au passage, ça permet aussi de supprimer largement certains coûts de gestion. Le simple fait de passer à une allocation sociale unique, en fait, à travers le revenu de base, c'est 2 milliards d'euros par an de coûts de gestion, quand même. Non, mais attendez, de coûts de gestion. Donc d'argent jeté par les fenêtres, en fait, aujourd'hui, parce que ces coûts de gestion, ils participent pas à la richesse nationale. Et du coup, le dispositif que je propose, il tient en plusieurs piliers. Oui, il y a une flat tax, c'est-à-dire un impôt proportionnel avec le même taux pour tout le monde. Donc du coup, tout le monde paye l'impôt sur le revenu. Ce qui est important, parce qu'on dit que l'impôt sur le revenu, c'est la cohésion nationale, mais aujourd'hui, il y en a plus de la moitié qui le paye pas. Il y a un revenu de base qui, lui, n'est pas imposable, ce qui permet qu'en fait... Alors vous le fixez à combien? 470 euros, c'est-à-dire le RSA moins le forfait logement. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Et ça permet qu'en fait, jusqu'à 2000 euros de revenus, votre impôt, le nouvel impôt proportionnel, il est absorbé par le revenu de base. Donc en fait, c'est facialement, il y a un impôt, mais c'est absorbé par le revenu de base. Et en revanche, vous supprimez l'essentiel des niches et d'une manière générale, vous individualisez les droits et vous les simplifiez. Par exemple, les allocations familiales. Le prélèvement à la source, tout ça, vous faites une croix dessus, normalement, qui doit rentrer en vigueur en 2018. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec mon système, le prélèvement à la source ne pose plus de problème. Aujourd'hui, ça pose quoi comme problème, le prélèvement à la source? D'abord, c'est une charge supplémentaire pour les PME. Les entreprises, qu'on transforme en fermiers généraux. Ouais. Et ça, c'est absolument inacceptable. Et puis par ailleurs, il y a un problème de confidentialité parce qu'en fait, votre employeur se voit informé de votre taux d'imposition, il peut en déduire ce que gagne ou pas votre conjoint, ce qui est extrêmement désagréable et problématique dans un pays qui a des relations complexes qu'on sait avec l'argent. Moi, avec mon système, comme c'est individualisé et qu'il y a un taux unique, c'est plus du tout. On peut le faire à la source. Ça nécessite plus aucun travail supplémentaire pour les PME et ça pose aucun problème de confidentialité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile à mettre en place? Vous savez? D'abord, merci d'avoir répondu en disant que tout ça, ça relève d'un système. Et j'ai compris votre réponse comme ça. Moi, j'ai quand même une ou deux questions parce que moi, je suis pas un dangereux ou reconnu gauchiste, mais c'est vrai qu'on vit en France avec l'idée qu'un peu de progressivité, ça fait pas de mal. Et au fond, il y avait ces débats. Moi, j'ai toujours été contre la fusion de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la CSG, mais ceux qui proposaient ça depuis 2-3 ans, ils veulent transformer la CSG en impôt progressif. Oui. Vous voulez transformer l'impôt sur le revenu en CSG, en impôt proportionnel. Je caricature. Aujourd'hui, c'est faux cul. Aujourd'hui, c'est hypocrite. Vous en êtes d'accord? Le nombre de gens qui échappent à l'impôt avec les niches. Non, mais je suis d'accord, mais il faudrait quand même. Moi, j'ai pas vu. Ce qui m'intéresserait, alors c'est peut-être très compliqué à faire, c'est quand même de voir les conséquences de tout ça sur les problèmes de répartition avant et après impôt. Et j'ai une deuxième question, et je m'arrêterai après. Cette deuxième question, c'est que j'avais vu le chiffre de 470 euros. J'ai vu aussi une étude, alors, qui vient de la Fondation Jean Jaurès. Bon. Enfin, qui est quand même un think tank, certes de gauche, mais enfin quand même. Voilà, mais c'est un think tank. Mais je pense que qui montrait que pour ce genre de niveau de revenu de base, ils raisonnent sur 500 euros. Vous êtes à 470, c'est pas très loin. Ça coûte
à peu près, ça coûte plus de 300 milliards d'euros. Alors, vous allez me répondre en disant qu'on économise tout le reste et qu'on finance tout ça par ce qui tombe, ce qui tombe de soi-même. C'est bien ça la réponse. Oui, c'est-à-dire que ça coûte précisément 340. Vous en avez un peu plus de 280 qui vient par la flat tax, une partie qui vient de la fusion des allocations, parce que du coup vous payez pas le RSA par ailleurs, et vous avez alors une partie aussi qui vient de la suppression des niches fiscales. Je vais y revenir parce que la suppression des niches fiscales, c'est important. Et vous avez une petite hausse de la CSG pour pouvoir égaliser, pour pouvoir faire l'ensemble. Donc les chiffres que vous avez vus de la Fondation Jaurès sont cohérents avec ça. Ce que je veux dire, juste un truc, c'est que sur la progressivité. Aujourd'hui, le taux moyen d'imposition, vous le savez bien, le taux moyen d'imposition n'est pas ce qui est affiché en fonction des tranches. Et chacun peut le calculer pour soi. Et j'invite vous l'avez en page 3 de votre déclaration de revenus. Le taux moyen. Le taux moyen d'imposition. Oui, et puis après, il faut rentrer un peu dans les détails. Après, on parle des entreprises. Mais il n'est pas ce qui est affiché sur la tranche. Il n'est pas du tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a les niches fiscales, parce qu'il y a la conjugalisation, parce qu'il y a... Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, notre système est tellement complexe qu'il crée de la frustration, il crée de la jalousie, il crée par ailleurs des coûts de gestion qui sont absolument considérables. Oui, mais est-ce que derrière tout ça, la carotte, c'est pas aussi de dire aux gens, mais regardez, avec mes réformes, vous allez payer plus d'impôts, mais vous aurez de l'emploi au bout. Est-ce que c'est pas ça aussi le deal, entre guillemets ? Il y a par ailleurs une dimension emploi, et merci de m'y amener, notamment pour les petits revenus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous êtes au RSA... Rapidement, Nathalie. En théorie... On a beaucoup de questions. Alors, vous êtes au RSA, vous prenez un emploi au SMIC. Oui. Vous n'allez pas payer d'impôt sur le revenu. Mais en fait, compte tenu des différentes aides qui vont vous être retirées, sur les 100 premiers euros que vous allez gagner, vous n'en toucherez que 60. C'est comme si vos 100 premiers euros, ils étaient taxés à 40%. Ce qui n'est pas du tout incitatif, en fait. Alors qu'avec mon système, comme votre revenu de base, vous le gardez de toute façon et lui n'est pas taxé, vous savez, vous êtes taxé à la flat tax pour vos premiers euros. Tout le monde l'est, vous savez exactement combien c'est. Et c'est 40. Pas très offrant. À une époque de votre vie, vous avez œuvré sur des bâtiments de guerre, des navires, et donc on imagine bien que cette flat tax c'est le vaisseau amiral. Mais il y a sans doute une flottille derrière ce vaisseau amiral et donc une vision d'ensemble de la fiscalité. Et probablement, on peut l'espérer, une réforme fiscale d'ensemble qu'on attend toujours. Et ce qui est un peu surprenant, notamment dans ce que vous nous dites, dans l'état actuel des choses sur les niches, c'est que vous avez œuvré dans différents domaines, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'écologie et dans diverses circonstances, dans lesquelles précisément il y a un levier fiscal et c'est un outil potentiellement puissant de la politique publique. Donc, qu'est-ce que vous faites des 500 niches et comment vous triez les bonnes, les mauvaises et le millefeuille, etc. Je pense et vous le ramenez à combien Je pense qu'il faut supprimer considérablement. Il faut vraiment faire un ménage, mais terrible dans les niches. En fait, il faut largement les supprimer, à l'exception de celles qui sont porteuses d'emploi et notamment tout ce qui concerne l'emploi à domicile, sur lequel la gauche, au contraire, d'ailleurs, a mené une politique. Pourtant, c'est créateur d'emploi. Qui a été justement ce que je vous dis. Donc celles-là, il faut les garder. Ah oui, d'accord. Pardon. Il faut faire le ménage dans les niches, absolument, en protégeant celles qui sont créatrices d'emplois. Et un point là-dessus, c'est aussi l'intérêt de ma proposition sur l'ISF. Parce que tous mes concurrents proposent la suppression de l'ISF. D'abord. Ça, c'est Jérusalem, c'est la terre 1000 fois promise. La droite, comme la suppression des niches, quand même aussi, Nathalie Kosciusko-Morizet. Moi, j'ai jamais été en position de le faire. Un certain nombre de mes concurrents, eux, ont été en position de le faire et n'ont pas fait la suppression de l'ISF. Et pourquoi ? Il y a des raisons. C'est parce que c'est tellement symbolique que c'est difficile à faire. Mais il y a autre chose. C'est que l'ISF finance un certain nombre de choses. Vous le savez bien dans notre économie. Les fondations, le mécénat, une partie malgré tout, même restreinte, même plafonnée, de l'ISF PME. Et donc ce que je dis, c'est que supprimer, autant il y a des niches qu'on peut très largement supprimer et on se trouvera beaucoup mieux à faire du financement budgétaire par ailleurs, autant sur l'ISF, supprimer l'ISF comme ça, sans chercher de compensation pour le mécénat, les fondations, mais c'est un problème majeur pour certaines d'entre elles et qui sont importantes pour la vie nationale. Donc vous maintenez l'ISF, mais en revanche, vous le guidez l'argent vers certaines niches, autres niches. Attendez, est-ce que c'est pas... Je pense que c'est plus réaliste et plus efficace. Est-ce que c'est pas de la famille ISF-PME qui existe aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas une manière de généraliser ce dispositif ? Si, moi je veux les plafonner. En fait, très précisément, je vous dis, l'ISF c'est tellement symbolique que le risque de le supprimer, c'est de ne faire que ça. Or, on a besoin de bien d'autres réformes fiscales que juste la suppression de l'ISF. En revanche, l'ISF aujourd'hui, c'est un impôt
l'impôt qui est néfaste à cause de la fuite du capital, et puis qui est un peu malsain parce qu'il oblige à compter son argent. Moi, je propose d'abord de modifier la base en sortant la résidence principale, en sortant véritablement l'outil de travail, pas de manière plafonnée comme aujourd'hui. Et pour le reste, d'en faire une obligation d'investissement. C'est-à-dire de déplafonner l'ISF-PME. Vous avez une obligation, mais vous pouvez investir dans l'économie nationale et notamment dans les banques. On a compris. On va marquer une pause parce qu'il nous reste encore beaucoup de points à voir dans votre programme, notamment aussi l'effet sur les dépenses publiques, la création d'emplois à la clé. Et puis on reviendra sur justement la retraite à points et le principe de précaution. C'est vous dire si le programme est chargé. À tout de suite.